Donc nous allons, donc après donc cette intervention pleine, n'est-ce pas, pleine d'espoir, nous allons donc accueillir Patrick d'Alsace de Forques, La Fourchette, qu'on ne présente plus. Et pour le présenter, je vais accueillir mon confrère de Serena, qui est, n'est-ce pas? Non, je ne sais pas s'il est arrivé, Marc? Non. Alors Patrick, c'est à vous. D'accord, très bien. Parce que je sais qu'il était en avion, voilà, donc... une minute. Bonsoir à tous. Jean-Baptiste Dumont, donc je suis investisseur chez Serena Capital. Serena, c'est un fonds de capital risque dédié au digital qui a eu la chance de pouvoir investir dans des startups qui étaient présentes aujourd'hui, dont La Fourchette et PrestaShop. Pour parler de La Fourchette, c'est l'histoire en fait de trois entrepreneurs, dont Patrick ici présent, qui en 2007 sont partis d'une page blanche et ont disrupté entièrement la restauration. Ils l'ont disrupté à la fois du côté du end-user, avec un système de réservation beaucoup plus fluide, avec des avis, des bons plans, des promos, et ils l'ont disrupté également du côté des restaurateurs, en leur permettant d'industrialiser via du digital le process de réservation, en leur permettant également de proposer des bons plans et d'être présent sur Internet avec du yield management. La Fourchette a été créée il y a 7 ans, donc c'était en 2007, c'est-à-dire il y a un peu plus de 8 ans. Donc en 8 ans, la société a créé un peu plus de 200 emplois, est devenue un leader dans 3 pays, la France, l'Espagne, la Suisse. C'est une société qui a été financée par Serena en 2012 et qui a été rachetée il y a quelques mois, en 2014, par TripAdvisor, et qui continue aujourd'hui son aventure et qui est une très très belle aventure. Patrick. Patrick, c'est à vous. Merci. Bonsoir. Il s'est passé exactement ce que je voulais pas, c'était passé après Gilles. Ça va tomber. Merci beaucoup d'être là, merci de m'écouter. Je voudrais juste faire remarquer qu'on a été racheté par un leader, par un global leader qui s'appelle TripAdvisor. Alors, j'ai pris quelques notes et je me suis dit, mais finalement, l'histoire de La Fourchette, comment est-ce qu'on a fait pour devenir, en tout cas pour être racheté et pour intéresser un acteur global comme TripAdvisor? Alors, de mes réflexions, j'ai sorti trois piliers qui me semblent être très importants de souligner et qui sont probablement reproductibles. Si j'ai bien écouté les débats, je crois que certains d'entre vous se reconnaîtront là-dedans. Je voudrais juste faire une toute petite aparté. Il faut savoir aussi qu'au moment où nous étions rachetés quelques millions par TripAdvisor, le leader américain était racheté quelques milliards par Priceline. Et on est quand même dans des environnements qui sont globaux. Alors ça, c'était aussi le préambule, c'est que j'ai l'impression, mais ça a été souligné aussi tout à l'heure, c'est que le monde s'accélère. Et nous, quand on a commencé en 2006, à réfléchir, en tous les cas, à réfléchir à La Fourchette, et donc on a créé la société en 2007, le monde était quand même moins global, et il y avait moins d'acteurs globaux. Et aujourd'hui, c'est plus possible, à mon avis, d'envisager une société sans l'être. Alors, sur les 3 points qui font que La Fourchette est devenue un acteur, un global leader, le premier point, ça a été souligné tout à l'heure, c'est que nous, notre métier de départ, même si aujourd'hui, ce n'est plus forcément celui que vous voyez, c'était le B2B. Et donc, on a créé un logiciel de gestion de réservation avec une seule règle, c'était qu'il rende service aux restaurateurs. Voilà. Et la règle, elle est intangible, quel que soit votre métier, on l'avait écrite, c'était de bien faire son métier. Et nous, quand on allait voir un restaurateur, le meilleur compliment qu'on pouvait avoir quand on sortait d'un rendez-vous, c'était quand le restaurateur nous disait « Mais de quelle école hôtelière sortez-vous » Je veux dire, on n'avait pas fait d'études hôtelières. En attendant, on parlait tellement bien de leur métier, et ça, c'est un point qui était très important pour nous, qu'ils croyaient qu'on avait fait une école hôtelière. Et c'était très intéressant parce qu'on avait compris les ressorts du métier, on avait compris les difficultés du métier. Et ça, ce mimétisme qu'on a eu avec cette profession-là, qu'est-ce qu'elle nous a donné? Eh bien, elle nous a donné d'abord un asset, c'est-à-dire que quand on parlait à un restaurateur, on parlait son langage, on comprenait son métier, on comprenait ses attentes. Et donc, on savait effectivement qu'il ne fallait pas lui raconter de crack.
Alors ça, c'était un interdit absolu. On n'allait pas raconter n'importe quoi à un restaurateur. On a des concurrents qui le faisaient et on savait très bien que de toute façon, ça ne marcherait pas. Par exemple, c'était nous, on va vous envoyer des clients russes, américains, chinois, japonais. Donc que des clients qui ont de l'argent. La réalité, c'est que la restauration, c'est un marché qui est extrêmement local. Nous, on expliquait aux restaurateurs, le client qui vient chez vous, il habite en face de chez vous. Déjà, traverser 5 arrondissements pour aller dans un restaurant qui est loin de chez vous, je pense que la moitié de la salle qui ne le fait pas. Donc, on sait très bien que c'est un marché qui est très local. Donc, il fallait adresser ce marché local de manière la plus professionnelle possible. Donc, la techno, et je suis encore de la réflexion, c'est qu'on regardait OpenTable, qui était un logiciel client-serveur. On se disait, oulala, c'est compliqué. Et puis, on était drôle. On se disait, la France, c'est un grand pays. Bon, par rapport aux États-Unis, on a compris qu'on était petit. Et donc, nous, on est parti sur une techno qui était une techno full web. En revanche, on avait bien compris que les technologies client-serveur, c'était désuet, c'était très lourd et qu'il fallait partir dans notre métier à nous sur du client-serveur parce que c'était beaucoup plus fluide. On faisait des mises à jour automatiques et instantanées pour tout le monde. La deuxième règle, que j'appelle la douloureuse, pour devenir un global leader, c'est la transformation d'une SS2I que nous étions en une société mature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, au début, quand on commence, c'est difficile de dire non à un client. Et donc, nous, nos clients, c'était les restaurateurs. Et donc, à chaque fois qu'on allait en voir un, ils nous disaient toujours « je veux ci, je veux ça ». Et puis, nous, on disait « oui, bien sûr, il n'y a pas de problème ». Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit que si on veut grandir, et ça c'est extrêmement important, parce que si on veut avoir une vision d'ensemble, il faut aussi avoir une vision de son métier, c'est plus possible. En tous les cas, on ne peut pas dire oui, et c'est très difficile, c'est pour ça que j'appelle vraiment ça la phase douloureuse, on ne peut pas dire oui à toutes les exigences que nous demande un partenaire ou un client. Pourquoi ? Parce que dans un métier qui va de la grande gastronomie ou de la haute gastronomie française avec des étoilés à la brasserie, je veux dire, les exigences ne sont pas du tout les mêmes. Et si on dit oui à tout le monde, ce qui a été notre cas, il y a un moment, soit on est effectivement une SS2I et on va rester au stade d'une SS2I, soit on passe effectivement au stade supérieur qui est le global leader. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, à un moment, on a continué à dire oui à nos partenaires restaurateurs, mais on ne faisait que des innovations qui s'intégraient pour l'ensemble de nos partenaires. Voilà, donc à chaque fois qu'un restaurateur venait nous voir en nous disant « j'ai besoin de cette fonctionnalité », on lui demandait très clairement, on essayait de comprendre l'essence même de cette fonctionnalité. Et si on voyait qu'elle était reproductible, non pas que pour lui, et ça c'est le piège, si elle était reproductible pour l'ensemble des partenaires, on lui disait oui, on va la faire et c'est comme ça que ça va marcher. Qu'est-ce qui se passe quand on dit non à un partenaire ? Déjà, ça ne fait jamais plaisir. Mais aujourd'hui, si vous regardez tous les acteurs mondiaux, moi, je pense surtout à Salesforce, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ici, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent Salesforce pour gérer effectivement leur force commerciale. Bon, mais ils vous donnent la matrice. Et puis après ça, si vous voulez développer derrière, vous faites vos propres développements. En tous les cas, il y a un cadre, et vous restez dans ce cadre-là. C'est aussi un changement de paradigme. C'est la deuxième, elle est toujours intégrée dans cette deuxième règle, c'est qu'on devient une société B2C. On était une société B2B, et d'un coup, on devient une société B2C. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous connaissent la société B2C. Et au départ, on est 100% focus B2B. D'ailleurs, on a eu des grandes discussions en interne. Qui sont nos clients ? Est-ce que c'est le restaurateur ? Est-ce que c'est lui qui paye ? Est-ce que c'est l'internaute ? Parce que c'est grâce à lui, c'est grâce aux réservations qui sont faites sur le site qu'on envoie des clients découverts dans les restaurants. La réponse, c'est que les deux sont nos clients. Et donc, il n'y a pas à chercher soit l'un, soit l'autre. Les deux sont nos clients et on doit très bien faire notre métier pour les deux. Donc, la deuxième règle, c'était quand même ce que j'appelle la poussée douloureuse, où on doit changer et on doit se structurer. Le troisième point qui est extrêmement important, c'est l'exécution. Pourquoi est-ce qu'un grand groupe, finalement, s'intéresse à la fourchette ? Faut savoir qu'en 2007, quand on a commencé, on avait beaucoup plus de concurrents que maintenant. Ça me permet de rebondir aussi sur un point qui est important, c'est le financement dont on a déjà parlé. Nous n'avons jamais manqué de financement grâce à Pierre-Édouard Stérin, grâce à notre fonds Otium, grâce à Serena, grâce à Partech, et c'était très agréable. Mais l'argent ne fait pas tout. Alors c'est vrai que Gilles en a parlé, d'autres en ont parlé, il y a toujours lever de l'argent, ça prend beaucoup de temps,
Et il y a des secteurs, ou en tout cas il y a des pays où on peut lever beaucoup plus d'argent beaucoup plus facilement. Il faut savoir que lever de l'argent, c'est une perte de concentration de son métier. Je veux dire, c'est une énergie de dingue, c'est au moins 6 mois, c'est du roadshow, tout ça pour aller lever 200 000, 300 000, 1 million, 4 millions. De temps en temps, on se dit si on était aux États-Unis, on aurait déjà levé 40 millions. Nous, il faut savoir qu'OpenTable, ils ont levé 100 millions de dollars en 96. 100 millions de dollars. Aujourd'hui, ils ont été rachetés 5 milliards. La fourchette, c'est 12 millions d'euros d'investissement. C'est déjà beaucoup. Nous, quand on a fait notre levée de fonds de 8 millions en 2012, je crois qu'on était la deuxième plus grosse levée ou troisième plus grosse levée de l'année, il me semble, de mémoire. Donc le troisième point, c'est ce que j'appelle l'exécution. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exécution ? Eh bien, c'est que les process soient bien huilés. Il faut effectivement mesurer ces KPI. Alors, les KPI, ça ne sert à rien d'en avoir 200. Je pense que plus on en a, ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment concentré sur les KPI essentiels. Nous, d'un point de vue B2B, c'était combien de restaurateurs signés, combien de restaurateurs intégrés, combien de restaurateurs publiés. Après ça, c'était d'un point de vue B2C, combien de clients. Et puis après ça, vous avez tous les irritants et ainsi de suite. Il y a des tas de choses qu'on peut mal faire. Et nous, je dois avouer qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mal faites au départ. En revanche, il faut constamment s'améliorer. Et aujourd'hui, si je devais faire une synthèse de la fourchette, ça a été non pas du tout une vision globale au départ de notre marché, mais ça a été une très bonne techno, une mutation à un moment quand on a dû changer l'organisation et qu'on a dû effectivement avoir une vision globale, parce que dès le départ, on a commencé... Parce qu'on a eu un peu tout faux, mais on a commencé en France et en Espagne en 2007, parce qu'on n'avait pas vu la crise venir. Alors on pensait que le marché espagnol, il était comme le marché anglais, très dynamique, avec 10% de croissance depuis les années 80. Et puis on arrive en Espagne, bon, catastrophe. En revanche, on a remarqué dès le départ qu'en Espagne et en France, le marché de la restauration était similaire. Donc ça nous a donné confiance en nous, et de cette difficulté, je reviens justement sur les process, on en a fait une force pour optimiser nos process, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le prix du travail, le coût du travail n'est pas le même en Espagne. Et donc, on a forcément tout internalisé. La Fourchette, c'est une société européenne dès le départ, mais on a internalisé une partie de nos métiers à Barcelone, et ça nous a fait une base qui, aujourd'hui, est la base de la Fourchette en Europe. Et puis 2012 est arrivé, en tous les cas les chiffres ont été au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on a eu un encéphalogramme plat pendant très longtemps, et puis un jour les réservations ont commencé à prendre en même temps qu'on a commencé à faire du yield, et à partir de ce moment-là, la croissance était au rendez-vous, on allait à nos conseils d'administration avec moins de sueur sur le front, et puis un jour notre actionnaire majoritaire s'est dit qu'est-ce qu'on fait de la fourchette, et puis TripAdvisor a eu la gentillesse de s'intéresser à notre dossier. Ça nous a fait extrêmement plaisir qu'un géant américain s'intéresse à la fourchette. C'était assez rare. J'espère qu'aujourd'hui, il y aura d'autres exemples. Et la fourchette, alors je vous donne l'information pour ceux qui ne le savent pas. Moi, j'ai quitté la fourchette après le rachat, mais je crois que la fourchette se porte très très bien. Il se développe toujours aussi bien en France, toujours aussi bien en Espagne, en Belgique, dans les Pays-Bas, en Italie. Ils ont une croissance exponentielle. Et c'est absolument merveilleux d'avoir contribué au lancement de cette société qui, pour l'instant, en tous les cas, garde son nom, qui s'appelle La Fourchette, en France, en Suisse, en Belgique, en Espagne, El Tenedor, et dans les autres pays, je les laisse faire. Voilà, merci beaucoup.